Je fais un lien, un saut, on va dire, mais c'est pas grave, un lien en fait avec une épistémologie qui est très ancrée finalement dans nos recherches, mais implicitement, très classique dans les sciences occidentales, que je vais appeler l'épistémologie de la possession, où on va voir les connaissances comme une espèce de bien. Hein, c'est quelque chose. Les connaissances, c'est quelque chose. Il y a même une économie de la connaissance qui s'est développée qui dit que c'est un avantage compétitif pour les entreprises. Dans certains secteurs concurrentiels, hein, c'est un avantage compétitif. Et donc, ça veut dire que les connaissances, ben, finalement, ça se gère comme une autre ressource. Hein, c'est un stock, finalement, qu'on va pouvoir isoler de l'action, sans dénaturation. Donc, on voit cette idée d'extraire, finalement, de l'action et des conditions de l'action les connaissances, et puis on peut le codifier dans un artefact, que ce soit un système à base de connaissances, un système expert, ou un livre de connaissances, pour ceux qui utilisent la méthode plutôt écrite. Donc le mode privilégié de gestion des connaissances dans ce mode-là, c'est le transfert des connaissances, puisqu'on peut le mettre dans un artefact où on ne dénature pas les connaissances et on peut l'isoler de l'action, et bien une fois qu'on l'a dans l'artefact, on peut le transmettre, le système expert, c'est bien ça. On met des connaissances d'experts dans une machine, et ça va permettre de diffuser finalement le savoir de l'expert. Alors cette épistémologie-là, ça vous choque pas, parce que quelque part, c'est un peu ce qui est dominant dans notre culture à nous, hein, avec une tendance à privilégier ce qui est individuel et ce qui est explicite. Explicite dans le sens codifié, au moins par des textes. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est quand même très très prégnant dans toutes nos recherches. Alors c'est une épistémologie qui tend à opposer, on l'a vu avec ta remarque François, des connaissances empiriques, hein, celles qui sont produites et validées dans l'action, nécessairement contextuelles, dont on ne sait pas bien la valeur finalement, et puis des connaissances scientifiques, celles-ci produites en situation contrôlée, validées par des communautés de pairs et génériques. Donc elles ont toutes les propriétés qui vont bien, et celles-ci, on ne sait pas très bien quoi en faire en caricaturant. Le problème avec ça, c'est que c'est des catégories qui peuvent être largement questionnées. Pourquoi ? D'abord parce que vous voyez connaissances scientifiques en bas. En situation contrôlée, on sait bien, hein, particulièrement dans les sciences du vivant, les sciences agronomiques, que quand on sort du labo, qu'on va mesurer des choses. Encore dans une serre, ça va à peu près, mais dès qu'on sort de la serre, c'est plus compliqué. Et alors quand on va parler avec des gens, là, n'en parlons pas, on ne sait plus très bien ce qu'on contrôle. Donc déjà, catégorie connaissances scientifiques produites en conditions contrôlées, on voit bien que c'est pas aussi simple que ça. Connaissances empiriques, ça serait de dire mais tout ça, ça n'a pas de valeur puisque c'est que contextuel. Mais en fait non, il y a un certain nombre de travaux, ici c'est le travail de Kolb sur l'idée de connaissances expérientielles, qui a montré qu'il y a des théorisations qui sont issues de l'action. C'est-à-dire les acteurs, dans leur façon d'apprendre, ont aussi une activité de théorisation, ils ne sont pas que dans le faire. Si on croise ça avec le fait que des agriculteurs ont une formation à base scientifique, pour la plupart, une bonne partie d'entre eux, que les techniciens aussi sont souvent des ingénieurs, vous voyez bien qu'à la fois les catégories elles-mêmes, mais aussi les porteurs de ces connaissances, n'ont pas à être opposés de manière aussi stricte. En tout cas, ça peut être un danger d'opposer ces deux types de catégories. Alors j'en arrive là à se dire, mais est-ce que c'est le seul choix qu'on a, c'est d'être dans cette épistémologie de la possession qui verrait les connaissances comme quelque chose de très intellectuel, d'une vérité qui serait possédée par les individus, extraite de l'action pour pas être entachée de tout ce qui concerne l'action, qui serait quand même très compliqué. Eh bien non, il y a une autre épistémologie qui est moins connue, alors moins connue certainement dans les sciences du vivant, biotechniques, un peu plus connue dans les SHS, bien que c'est quelque chose d'assez récent. C'est une autre épistémologie où connaissance et action sont intrinsèquement liées. Alors c'est difficile à concevoir, je vais essayer de vous l'illustrer. Ça a été une construction qui s'est faite en opposition à cette idée de connaissance possédée, en disant vous avez négligé la situation. Et la situation, c'est bien là finalement que se fait l'action et se fait la connaissance, et pas simplement dans la tête. Donc c'était un mouvement en SHS, qui a traversé plusieurs SHS, Practice-Based Studies, qui a mis l'accent sur la pratique située dans l'activité quotidienne ou dans un contexte historique ou social ou culturel, et qui a mis en avant cette idée de situation pour dire non, les connaissances, c'est pas un processus qui est dans la tête, qui est uniquement cognitif, uniquement rationnel et intellectualisant. Il y a aussi beaucoup de choses qui se décident et qui se font dans l'action.
C'est courant, ce qu'on appelait l'action en situation, la cognition située, si ça vous donne des billes. Alors l'exemple du canoë, c'était un exemple qui était traité par Suchman, et elle a montré que, enfin, elle a défendu l'idée qu'il y a peu ou pas de représentation symbolique interne qui aide à l'action, ou en tout cas que ce sont que des ressources parmi le reste, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites avec les ressources qui sont prises dans la situation, tel rocher, tel bouillonnement de l'eau, etc., etc. Alors, c'est une épistémologie, je vais retourner un petit peu en arrière cette fois-ci, donc on peut faire le lien finalement avec une philosophie des pragmatistes américains qui ont vu, eux, non pas la connaissance, alors eux se sont aussi construits en opposition à Descartes, ils voient la connaissance non pas comme une donnée abstraite coupée du monde, mais voient connaissance et expérience comme un tout indissociable. Pour eux, il n'y a rien au-delà d'expérience, et toute pensée vient et se construit dans l'expérience. Pareil, ils disent que l'accumulation, même la transmission de connaissances, elle se fait qu'au travers de l'expérience. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à l'idée de pédagogie expérimentale, les écoles Dewey, dont hier encore aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que c'est pour eux des connaissances? Si c'est pas tout ça, qu'est-ce que c'est? Ils ont une vision très instrumentale, c'est-à-dire que pour eux, c'est vraiment une idée, c'est d'abord un instrument qui va nous apporter une aide précieuse pour déchiffrer le monde, ils disent. Où James a une façon très imagée de le dire, il dit que ça nous permet de voyager à travers l'univers avec des bottes de 7 lieues. Donc c'est vraiment l'idée que la pensée, les idées, les concepts sont des instruments pour agir dans un monde qui est toujours changeant, complexe et incertain. Dewey, lui, il parle d'assertion garantie, il parle pas de connaissance. Le terme connaissance est un peu piégeux dans la mesure où il n'utilise pas vraiment ce terme-là. Il parle d'assertion garantie, c'est-à-dire des propositions, des énoncés, des relations causales, un ensemble de choses qu'on a cherché activement à vérifier, à tester pour voir si elles sont corroborées par les faits. Donc là, c'est bien cette idée d'expérience, de test en situation, et ce l'est provisoirement sur un domaine limité. Quand on dit provisoirement sur un domaine limité, c'est crucial, c'est-à-dire que... alors ça, c'est l'idée d'expérience, c'est pas dans l'ordre, désolé. Je reviens sur cette idée d'expérience très rapidement. Il faut entendre par l'idée d'expérience, pas simplement l'idée d'expérimentation en sciences scientifiques. Toute action quotidienne, un test, un essai, une épreuve, une enquête. Pierre, tu as parlé d'enquête hier, il me semble. Toutes les actions que nous engageons au quotidien intentionnellement pour produire des connaissances et pour agir dans le monde, eh bien, ça fait partie de l'idée d'expérience au sens de Dewey. Ce qui est important aussi pour Dewey et ses collègues, c'est que ces vérités, elles sont toujours dans la mesure... c'est-à-dire que les connaissances qui sont produites, les assertions garanties ou les idées, les concepts, ces vérités, elles vont être toujours incertaines, provisoires, mais aussi conventionnelles, c'est-à-dire elles sont discutables. Et pour lui, c'est un peu le cœur de la démocratie. Il a beaucoup de développement, je vais passer très vite là-dessus, beaucoup de développement sur l'idée même de démocratie, où il défend l'idée que ce serait, cette démocratie, la mise en commun des expériences de chacun. Et on voit que là, on n'est plus dans une question de combinaison des connaissances qu'on possède dans la tête, mais bien dans la capacité à confronter et à exprimer son expérience particulière. Alors, je cherchais ça, oui. Il y a aussi cette idée de temporalité aussi dans cette façon de voir les connaissances très liées à l'action, comme étant chaque expérience n'est jamais définitive, quoi. Elle va toujours en appeler une autre, ce qui veut dire que cette vérité pragmatique, comme ils le disent, va impliquer cette concordance dynamique entre le concret et l'abstrait, va jamais être définitive. Il va toujours falloir en créer une nouvelle pour pouvoir poursuivre notre action dans le monde. Ça décale par rapport à la manière dont on a l'habitude de concevoir l'idée d'une connaissance qui serait extraite de l'action, qu'on pourrait mettre dans un livre et qui pourrait être transférée comme ça. C'est sûr que c'est complètement autre.